Bon début de semaine pour nos différents téléspectateurs, membres de la communauté Pro Info. On se retrouve aujourd'hui. En tout cas, merci. Et nous pensons que vous bénéficiez toujours de la protection divine. Nous voulons que vous soyez toujours en bonne santé. C'est de cette bonne santé que nous serons maintenant de temps en temps rester en communication, rester en échange pour réfléchir notre pays, parler notre pays, en tout cas espérer l'évolution pour notre pays, afin que demain, nous puissions avoir un lendemain meilleur, nous puissions avoir un pays, en tout cas envié à travers le monde, même si aujourd'hui il est envié, mais sa transformation pour le vécu quotidien de ses compatriotes, je crois que ce sera alors une bonne chose. C'est de vos contributions que nous serons à mesure alors d'apporter quelque chose d'important à la nation. En tout cas, merci. Cette émission, aujourd'hui, à la place de lire une disposition de la Constitution, comme nous avons l'habitude, nous allons plutôt nous incliner parce que nous avons perdu quelqu'un qui nous a été trop proche. C'est lui qui a servi ce pays. C'est lui qui a été au four et au moulin dans les débats politiques. C'est lui que moi, Pascal, j'ai eu à recevoir autant de fois depuis beaucoup d'années. Je crois, pour la première fois, je l'avais reçu en 2008 sur un plateau de télévision. Et après, je me retrouverai sur plusieurs autres plateaux avec lui en débat contradictoire. Mais aujourd'hui, il nous a laissé. Ça crée une peine terrible pour moi. J'ai failli ne pas venir présenter l'émission. Mais simplement au nom de la nécessité de communiquer à mon public cette question, voilà, je me suis dit, c'est important de venir. Je parlais alors de Jean-Pierre Kambila, l'ancien conseiller politique de Joseph Kabila, l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, et dernièrement, il soutenait les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi, un nationaliste, c'est lui qui a servi le pays, et voilà, décédé depuis hier, décédé à Kasavubu dans un hôtel, sûrement que c'est là qu'il s'est reposé, et voilà, ce jour, le pays peut regretter d'avoir perdu l'un de ses cerveaux, l'un de ses fils qui ont pris leur temps de pouvoir réfléchir sur son avenir. En tout cas, merci, ainsi la vie, nous venons, nous vivons et nous repartons. C'est comme ça que souvent j'évoque la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. N'en faisons pas beaucoup. L'homme sur la terre ne traîne pas longtemps. Nous passons vite. Le peu de temps que nous avons, il est important plutôt de servir. Pascal, je pars toujours d'une petite expérience. Ce que nous avons connu à la Deuxième République, avec le président Mobutu, des gens qu'on a eu à chanter pour eux, quand vous reprenez nos anciennes chansons, par nos musiciens bien entendu, tous sont disparus, tous sont partis. Tous, et je dis bien tous, sont partis. À l'exception de Vieux Kengo, vraiment tous sont partis. Mouzé Kabila va venir. Je l'ai encore vu. Il est venu avec les Kakouji, les Moumampanga, les ceci, ainsi de suite. Tous sont partis. Tous. Et Joseph Kabila est venu avec son équipe. Cette génération a disparu. Ils sont là, mais ils ont disparu. On ne cite plus leurs noms. On ne chante plus leurs noms. Et dans cette génération, fait partie, bien entendu, Jean-Pierre Kambila que nous pleurons aujourd'hui. Et à ce temps, c'est le temps de Félix-Antoine Tshisekedi. Ils vont aussi passer. C'est ça la vie. Mais maintenant, comment? Que faire lorsque on est là et qu'on a une responsabilité d'État?
je crois, c'est bien servir. Penser que demain je partirai, mais que faire maintenant pour ceux qui viendront demain? C'est cela la nécessité. À la place de la Constitution, j'ai bien voulu cette conscientisation, ce rappel de ce que nous sommes, en fait, de passagers. Et nous devons avoir un comportement plus réservé, plus ajusté pour l'intérêt plutôt du pays que de soi-même, parce que nous sommes si éphémères. On ne traîne pas trop. En tout cas, merci. Chez moi, on dit, c'est lui qui ne pense pas à la mort. C'est un fou qui s'ignore. Il faut bien penser à la mort. Et ça ne traîne pas. Et voilà, notre vieux Jean-Pierre Kabila est parti. Que son âme repose en paix. Merci. Nous avons une question principale de débat. Nous avons abordé la fois passée, mais la question revient. Il faudrait qu'on rappelle certains faits. La problématique est constitutionnelle. Est-ce qu'il faut avoir ce paradigme de changement de la Constitution ou il faut simplement la révision de la Constitution? Le débat est provoqué, mais je crois que de temps en temps, il faudrait qu'on revienne sur cette question afin d'aider les gens à pouvoir comprendre normalement la nécessité, si c'est de la révision ou du changement de la Constitution. Bien avant, les motards à Kinshasa ont manifesté leur mécontentement contre les tracasseries policières. Motards, attendez-vous, par des motos de 2 pneus ou des motos de 3 pneus. Ils estiment que les policiers en font trop contre eux. Il faudrait qu'ils bénéficient quand même d'un certain libertinage. Ils ne parlent pas de la liberté. Oui, les motos aident beaucoup de gens à Kinshasa. Est-ce que c'est pour autant que nous devons accepter la jungle parce que les motos aident beaucoup de gens? Je ne crois pas. Les motos de 3 pneus, c'est tout un problème, c'est un casse-tête. La régulation pose problème. Ils font la loi, ils vont dans tous les sens, avec des vitesses désordonnées. Et ça termine non seulement l'image de la ville, mais aussi de ceux qui sont commis à la régulation de la circulation. Je pense, c'est vrai, ils peuvent peut-être dire qu'ils sont traqués par la police, mais non seulement que vous devez être en ordre, mais en même temps, vous devez être ordonné par votre comportement. En ordre voudrait dire, vous devez avoir des documents qui vous permettent en fait de faire le transport, mais en même temps, vous devez vous ordonner. Parce que sur les artères publiques, le comportement que les motards affichent à Kinshasa, vous allez vous dire tout sauf être dans une ville. Vous roulez l'un ou deux à droite, d'autres à gauche, là où il y a embouteillage. Ils prennent des directions, ils compliquent encore le passage. Vous vous dites, mais finalement, je peux craquer. C'est dans ces conditions que les gens roulent dans la ville de Kinshasa. Et de ce point de vue, si la police doit réguler, doit vous imposer un certain comportement, je pense que nous devons aussi obtempérer les orientations de ceux qui gèrent le pays. Les motards en font beaucoup. Il y a un certain comportement désobligeant de leur part. L'insolence, l'impolitesse, le non-respect. Non, s'il vous plaît, dans un pays, dans un État, il y a des lois, il y a des règles, il y a des réglementations que nous sommes tous appelés à respecter. Je prends toujours un cas d'illustration quand vous êtes sur l'avenue Université. Vous partez du boulevard Sendoué pour sortir au rond-point Ngaba. Vous observez le comportement de ces motards. La première réaction, c'est avoir l'envie d'interdire la circulation des motos sur la ville. C'est impossible, c'est insupportable. À partir de
au niveau des capés, là, ils font tout ce qu'ils pensent. Croisement qui quitte l'université quand vous dépassez les eaux. Là, c'est encore pire. Le croisement, là, vers le marché Ngaba. Mais finalement, rond-point Ngaba, n'en parlons pas. On ne peut pas interdire la régulation, la structuration, la réglementation. Il faut plutôt encourager parce que votre comportement, en tout cas, fait la honte de la ville. De ce point de vue, je ne peux qu'encourager, mais tout en disant que la police n'en fasse pas beaucoup aussi. La réglementation voudrait dire c'est conformer aux principes et c'est conformer aux orientations données par la hiérarchie afin de réguler normalement la circulation. En tout cas, merci. L'autre question de la honte, c'est le comportement des Congolais sur les réseaux sociaux. Quel remède, s'il vous plaît? Quel remède? Tout le monde est impoli lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Sinon, dans les réseaux sociaux. Tout le monde est impoli. Le seul discours, c'est l'injure. Je ne sais pas si on construit quelle société. C'est ça qu'a tenté de donner, mais on sent que c'est inefficace pratiquement. Personne n'obtempère. Vous vous dites, mais finalement, nous sommes dans quel monde? Est-ce qu'ailleurs c'est comme ça? Je dis non, ailleurs ce n'est pas comme ça. On sait vous insulter très facilement. On t'injurie comme on te voit. On sait qu'injurier, c'est une infraction, mais pour eux, c'est un problème. Des allégations comme vous ne pouvez pas imaginer, contre les gens, gratuitement. Et lorsqu'on initie plutôt une action judiciaire, mais les gens sérieux viennent pour les soutenir. Vous les soutenez alors que vous aviez suivi comment ils se méconduisaient. Ils injuriaient les gens. Ils faisaient n'importe quoi. La dépravation de mœurs, gratuitement, à ciel ouvert, au su et au vu de tout le monde. Vous allez vous dire, ces gens ont des sœurs, ont des parents, ont des frères, ils vivent comment? Avec un tel comportement, est-ce qu'il a une famille en réalité? Mais en toute réalité, c'est cette couche de la société qui a échoué sa vie, qui se déverse là. Maintenant, qui fait la loi? Parce que le monde aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. L'éducation qui proviendrait de ce monde, aujourd'hui, c'est des insanités que nous devons consommer aujourd'hui. Nous avons 4 milieux éducatifs. Aujourd'hui, il faut compléter 5 milieux éducatifs. Nous avons l'église, nous avons d'abord la famille qui est cellule de base. Nous avons l'environnement, nous avons l'église, nous avons l'école. Aujourd'hui, il faut ajouter l'Internet. C'est un autre monde. Mais quel genre d'éducation on trouve là-bas? On arrête une dame, Marianne Toumba. Mais mon étonnement, c'est de voir les gens les soutenir. Et pourtant, elle faisait la propagande de la dépravation des mœurs. C'est qu'on appelle quoi? Cette histoire-là, je ne sais pas, dit bébé, elle est où, tout ça. Mais c'est honteux. Et elle dit que mon corps, comme vous voyez là, je me suis métamorphosé à travers ces différentes opérations. Vous pouvez les faire si vous voulez avoir une belle taille. Mais ça, c'est grave dans une société. On vend ça à la place publique. Et lorsque le journaliste Israël Mutombo rappelle que ce n'est pas important, ce n'est pas de cette manière que vous devez informer, ou devez, en tout cas, et faire égarer les autres, vous devez avoir un comportement ajusté dans une société, et voilà, c'est tout le problème. Et l'affaire entre les mains, ou l'affaire en justice aujourd'hui,
J'entends les gens vouloir soutenir un tel comportement, mais on ne peut pas. D'abord, vous faites non seulement la fausse publicité, mais quel genre de publicité en même temps? Non, s'il vous plaît, on ne peut soutenir sauf ça. D'autres, je ne saurais pas citer les noms des gens. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon comportement. Du matin, midi, soir, c'est injurié. Et il cite les noms des gens comme ça clairement. Tel, tala Moutunaye, tala Miso, Yokutu, tala Longi, tala Papa Naota. Mais c'est quoi ça comme affaire? C'est quoi ça comme société? Je crois qu'il faut aller au-delà de simples annonces. Il faut des sanctions justes. Que ceux qui sont offensés, qui saisissent la justice. D'autres, parce qu'ils ne sont pas ici, ils sont en Europe. Et voilà, il n'y a rien à faire. Toute la journée, c'est l'Internet et l'occasion d'injurier, 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 d'injurier les gens. Ça doit cesser. Nous devons avoir une société exemplaire pour des générations à venir. En tout cas, merci. L'interdiction formelle pour les greffiers de manipuler les fonds. Et une réunion intertrimestrielle instaurée pour évaluer les performances des collectes de recettes. C'est la décision du ministre de la Justice. Et tous nous avions suivi où il avait dit tous les fonds de justice doivent être payés à la banque. Plus question de paiement manuel. Les greffiers ne peuvent plus percevoir l'argent. Il faut envoyer les gens aller payer au guichet. Et on nous a annoncé que le fait d'avoir commencé avec cette opération, ça a généré beaucoup de recettes. Aujourd'hui, on instaure une pratique trimestrielle, des réunions trimestrielles. Nous disons alors bravo, encouragez, nous vous encourageons, allez-y, avancez. Canaliser les recettes. C'est de cette façon que nous devons aider notre pays, chacun dans son secteur, comme nous le faisons dans notre secteur aussi. Ça, nous disons, en tout cas, merci et félicitations au ministre de la Justice. Bientôt, il y aura la communication de l'Union sacrée, que j'ai toujours considéré son existence plus de sens. Parce que à son temps, regardez le cas par exemple de Mbosso, le citoyen Mbosso, membre du Présidium. À l'époque, ça pouvait se concevoir parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Il représente quoi comme poids politique? Ça pose problème. Je crois qu'on peut revoir cette union sacrée. Au moins, une communication est prévue. Nous avons envoyé notre équipe qui est restée pendant longtemps. Ils avaient annoncé à 10 h, de 10 h jusqu'à 14 h, ils n'avaient pas cette communication. Jusqu'à 13 h, ils n'avaient pas cette communication. Et voilà, notre équipe est rentrée. Espérons que nous aurons alors la suite, si cette communication sera tenue. Après, ça veut dire à partir de 14 h, 15 h, 16 h, et nous aurons alors des éléments. La question de la Constitution maintenant. Beaucoup m'ont posé des questions après notre émission organisée, il y a 3-4 jours passés sur ce thème. Nombreux reviennent sur le fait qu'ils insistent à dire que le problème n'est pas singulièrement la Constitution. Mais le problème pour eux, c'est justement le comportement de l'homme. Si aujourd'hui on ne réalise pas ce qui est utile pour le pays, pour la population, ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est en rapport avec les hommes. Je dis oui, vous avez raison. Pascal, quand je réfléchissais la fois passée, j'avais dit, d'un côté, nous devons avoir une nouvelle constitution de mon point de vue, mais en même temps, nous devons avoir de nouveaux hommes, ça veut dire de nouvelles classes politiques.
Regardez ce qui se passe du côté politique. On va aux élections. Vous pouvez gagner, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir beaucoup d'élus, il n'y a pas de problème. Mais dans le partage des responsabilités, on répartit les quotas selon les partis politiques. Et les partis politiques envoient maintenant leurs membres dans la composition des différentes institutions. Maintenant, la question est de savoir quel genre d'hommes ces partis politiques envoient pour composer aux institutions. Généralement, on ne tient pas compte des compétences. Pourvu qu'il soit mon fils, pourvu qu'il soit mon beau-frère, pourvu qu'il soit mon oncle. Parce que c'est mon parti politique qui doit envoyer. Moi, je suis président du parti politique. Peu importe leurs compétences, je vous envoie. Et on va aussi les prendre aveuglément sans les juger. Ils ont des responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut attendre par la suite? C'est la mauvaise gestion. C'est comme ça que nous fonctionnons. À cette émission, j'avais dit, si au moins nous avions un fichier à travers lequel nous pouvons puiser les meilleurs d'entre nous dans chaque discipline, je crois que le problème d'hommes dont nous évoquons ici ne serait pas évoqué de cette manière-là. Les meilleurs d'entre nous feraient l'exception, même si, parce qu'on est tous humains, mais au moins le mal serait quelque part un peu minimisé, que ce que nous voyons aujourd'hui, le mal prend le dessus. Le moins essentiel est sur l'essentiel. Le moins important est sur l'important. Le moins utile est sur l'utile. Le moins nécessaire est sur le nécessaire. Dans ces conditions, c'est difficile. La désarticulation de la société. Pourquoi? Parce que les hommes envoyés par les maisons politiques ne sont pas jugés. Parce que ces politiques ne tiennent pas compte des compétences lorsqu'il faut envoyer les gens. Parce qu'il a milité, parce qu'il s'est battu, et on l'envoie. Mais vous l'envoyez pour qu'il rende quel service à la nation? Le problème que nous avons, c'est celui-là. La Constitution, effectivement, pose problème. J'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Devant les militants, il y revient sur cette question. Lui parle de la révision de la Constitution. Il parle de son expérience lorsqu'il était informateur du gouvernement. Et il dit, il a trouvé beaucoup d'impairs qui nécessitent aujourd'hui que certaines dispositions soient touchées. De la Constitution, bien entendu. Mais il a parfaitement raison. C'est comme je le dis et je continue à le dire. Mais moi, je vais au-delà de la révision. Je parle souvent du changement de la Constitution. J'insiste souvent sur le changement de la Constitution. Je veux rappeler ici, chers membres de la communauté, cette Constitution votée en 2006 n'a pas bénéficié l'adhésion de l'UDPS, l'approbation de l'UDPS. L'UDPS reste le seul parti politique qui avait boycotté le référendum, boycotté le vote de cette Constitution. Mais nous allons la voter. On arrive en 2011. Ceux de Kabila voulaient changer la Constitution. Vous allez vous en souvenir. Le professeur Bochab Évariste va sortir l'ouvrage intitulé « Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation ». Ça veut dire pour eux, l'essentiel, l'important était de changer la Constitution. Kinke Mulumba, à son temps, va créer une structure, Kabila Totondi Onanote, dont son idée était que Kabila puisse bénéficier un troisième mandat. Ça veut dire qu'il faut changer la Constitution pour qu'il bénéficie un troisième mandat.
Parce qu'il y a eu pression en 2011, on va plutôt procéder à la révision de la Constitution. Même alors, lorsqu'on va réviser la Constitution que nous avons aujourd'hui, sa révision a été faite à l'absence de l'opposition. Je l'ai toujours dit, l'opposition avait claqué la porte. Il y a eu échange de coups entre les députés dans la salle. Et ceux de l'opposition sont sortis. Moi, Pascal, j'ai couvert les activités de l'opposition. Vous savez, notre presse est bipolarisée et la tendance oppositionnelle était avec moi et c'est moi qui conduisais la presse à son temps. Devant l'entrée du palais du peuple, l'opposition va faire la déclaration de mécontentement. François Mwamba, secrétaire général de MLC à son temps, il va pleurer parce qu'il était très mécontent, il ne pouvait pas accepter, selon lui, à son temps-là. C'est la constitution actuelle que nous appliquons. Et substantiellement, quand vous regardez le comportement des acteurs politiques, le manque de la sincérité, ceux qui, hier, voulaient le changement de la Constitution, aujourd'hui, ils s'opposent. Mais vous vous opposez alors pourquoi? Parce que vous aviez bien voulu hier qu'on change la Constitution. Vous vous opposez simplement parce que si vous dites, si on change la Constitution aujourd'hui, moi, je ne vais pas me retrouver. Je ne saurais pas me positionner. Et voilà pourquoi il faut tout faire pour qu'on ne change pas la Constitution à cet instant où moi, je ne saurais pas me positionner. Là, vous vous battez pour vous-même, vous ne vous battez pas pour la communauté. La réalité, c'est que chacun de nous, dans son ipséité, sait comprendre que la Constitution actuelle a beaucoup d'écueils. Qu'il faut tout faire pour l'arranger, l'adapter à nos réalités, à l'évolution du monde. La Constitution ne peut pas être rigide. La Constitution doit être souple. Celle que nous avons aujourd'hui, il a été question de sauver les choses. Le pays était pratiquement divisé. D'un côté, il y avait le RCD, RCD tel, le MLC, le gouvernement, ainsi de suite. Il fallait que nous soyons encore ensemble pour penser l'avenir. Et maintenant, on a fait un parcours. Il faut une évaluation conséquente de cette constitution. Oui, elle a produit, je crois, 4 cycles des élections. C'est une très bonne chose. Mais lorsque nous organisons l'élection, qu'est-ce que vous constatez, vous, membres de la communauté? Moi, je constate ceci. Le président qui bénéficie le premier mandat, qui est élu pour la première fois au premier mandat, bénéficie toujours un deuxième mandat. Joseph Kabila est élu en 2006, il est réélu en 2011. Considérons, au-delà de toute considération telle que, non, ce n'est pas lui qui a été élu, ainsi de suite. Au moment où il est proclamé par la CENI comme tel. Le deuxième président vient, Félix Antoine Tshisekedi, élu en 2018, il est réélu en 2023. Alors, maintenant, Pascal, moi, je tire quelle conclusion? Je tire la conclusion telle que les présidents en fonction bénéficient toujours d'un deuxième mandat. Alors que lorsque nous organisons ces élections, vous allez vous rendre compte que la première année, nous la perdons parce qu'il faut organiser les élections. La deuxième année du mandat sur les 5 ans, nous la perdons aussi parce qu'il faut se préparer pour les élections. Lorsqu'on sort des élections, regardez même au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission plutôt, les cabinets ministériels ne sont pas composés. La première ministre n'a pas son cabinet complet. Peut-être à travers nos interpellations ici, qu'on pourra nous apprendre qu'hier ou aujourd'hui, le cabinet est composé. Mais jusque-là, non composé. Nous avons organisé des élections en décembre. Nous sommes aujourd'hui en septembre, pratiquement en octobre. Vous imaginez? Donc c'est parti comme ça. Alors Pascal a dit, j'ai fait une proposition telle que on peut aussi, au lieu d'avoir un mandat qui en réalité, le président en fonction bénéficie toujours un deuxième mandat, c'est 10 ans, sur les 10 ans, nous perdons au moins 4 ans
Parce qu'à chaque cycle de 5 ans, il faut perdre 2 ans. Chaque cycle de 5 ans, nous perdons 2 ans. Donc, sur les 10 ans qu'il bénéficie, nous perdons 4 ans. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, je ne dis pas que c'est ce qui est magnifique à faire, non, c'est une proposition. Homme scientifique, c'est quelqu'un qui sait accepter la méthode dialectique. Il y a la thèse, on peut avoir des antithèses pour réfléchir, la thèse, la synthèse plutôt. Et donc, moi, je réfléchis, je propose une thèse. Je dis, on peut avoir alors un mandat verrouillé de 10 ans. Du coup, et là, nous aurons perdu 2 ans, parce qu'il faut organiser des élections. On aura perdu 2 ans, et celui qui sera au pouvoir va travailler pendant 8 ans. Parce que dans le système d'organiser les élections à chaque 5 ans, on perd 4 ans, et celui qui est au pouvoir ne travaille que pendant 6 ans. Et nous disons, il a eu 2 mandats. Non, mais 2 mandats, mais il n'a travaillé que pendant 6 ans. Il a eu un mandat, mais il n'a travaillé que pendant 3 ans. Et alors que s'il a un mandat du coup verrouillé de 10 ans, mais il peut travailler pendant 8 ans et des autres années là, et nous allons nous embrouiller comme d'habitude pour l'organisation des élections. Ça, c'est une proposition. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Ne dites pas non parce que tu n'as pas raison, tout ça. Non, ce n'est pas ça pour un scientifique. Moi, j'ai donné une idée. Vous pouvez m'apporter l'antithèse de manière plus scientifique et calme. Et c'est de ce choc-là que peut jaillir la lumière. On peut avoir une synthèse. Beaucoup d'autres dispositions sont comme ça. Vous aviez vu, même pour l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il faut dépendre de ceci, il faut dépendre de cela. Ça nous a pris tout le temps avant d'avoir le gouvernement. Et le gouvernement ne pouvait pas venir tant que le bureau définitif n'était pas installé. Parce que c'est ce bureau qui investit le gouvernement. Mais tout un problème. Je crois qu'on peut réfléchir, faire comme les autres. Vous allez aux élections, 2 jours après, les institutions s'installent, vous avancez. Vous ne respectez pas de longues procédures, il faut ceci, il faut cela, et puis ça vous prend des jours, des mois, et pourtant nous sommes un pays plein d'urgence. La question de la Constitution. Voilà pourquoi moi je dis, c'est mieux de changer la Constitution. La fois passée, j'avais expliqué la procédure. Comment on fait pour reviser la Constitution et pour changer la Constitution. La révision de la Constitution a des contraintes. La première contrainte, si nous sommes en guerre, on est en état de guerre. Si nous sommes en état de siège, aujourd'hui nous sommes en état de siège. De ce fait, on ne peut pas reviser la Constitution. Pour qu'on revise la condition, il faut mettre un terme. Il faut arranger ces conditions-là. Est-ce que nous sommes en mesure d'arranger ces conditions à ce stade du temps? À chacun de pouvoir apprécier. Mais aussi, j'estime que s'il faut simplement passer par la révision de la Constitution, on ne va pas résoudre beaucoup de choses parce que les dispositions souples que nous allons reviser, nous allons en tout cas perfectionner, trouvent leurs origines dans les dispositions intangibles qu'on va considérer intouchables parce que nous aurons, dans la révision de la Constitution, on ne peut pas toucher aux dispositions intangibles. Et vous allez vous rendre compte que les difficultés vont continuer, on ne va pas résoudre définitivement le problème. Quelque temps après, on aura encore le besoin de reviser la Constitution. Et voilà pourquoi, moi je propose le changement de la Constitution. Par changement de la Constitution, il faut comprendre le questionnaire, la volonté que va afficher la population à travers sa décision qui sera issue de ses réponses sur les questions fermées qu'on va la proposer. Je parle de la population. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. On fait la compilation, c'est le oui qui l'emporte, et voilà, ça passe. Et le changement de la Constitution ne dépend pas d'être en état de siège, état de guerre, ainsi de suite. La Constitution n'évoque pas ça. Pourvu que nous puissions, en âme et conscience, nettoyer la Constitution conformément
à nos us et coutumes, conformément à nos réalités. Parce que quand vous prenez cette constitution, semble être une copie de la constitution française, semble être une constitution adaptée au comportement des Français, semble être une constitution adaptée aux réalités des Français. Même si on a forcé, en tout cas, à insérer, injecter certaines idées de notre société, mais vous sentez qu'on ne s'accommode pas normalement. Mais Pascal dit toujours, ce n'est pas la raison fondamentale qui ferait que tout ce que nous faisons ne soit pas bien fait. C'est parce que la Constitution, oui, je dis, d'une part, c'est vrai parce qu'il y a une responsabilité de la Constitution, je parle ici, des hommes, dans le partage du pouvoir par des considérations politiques, on envoie des irresponsables, des incompétents, parce que simplement il s'agit du parti politique, mais en même temps, nous devons fournir l'effort d'avoir un répertoire des meilleurs d'entre nous, afin qu'à chaque nécessité, nous puissions maintenant puiser dans ce répertoire. C'est cela ma lecture sur la question de la Constitution, la révision ou le changement. Pascal Owondje adopte le changement de la Constitution. Et tout scientifique, même politique, tout le monde sait qu'il faut toucher à la Constitution. Mais beaucoup ne veulent pas s'afficher ainsi parce que simplement, ils se retrouvent aujourd'hui. Si vous faites l'inverse, simplement, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vouloir le faire si tôt. Et pourtant, hier, ils étaient contre. Alors, c'est quoi le problème en réalité? Soyons sincères pour notre pays. Ne fût-ce que pour une fois. En tout cas, merci. C'est une émission, je considère pédagogique, parce que des faits m'ont poussé à interpeller notre conscience et notre comportement. Le cas des motards et le cas des acteurs des réseaux sociaux. C'est indécent, c'est ignoble, c'est impropre quand vous suivez les propos que les uns et les autres tiennent à travers les TikTok, à travers les YouTube, à travers toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et nous avons découragé, nous avons dit, il faut sévir très sérieusement. Vous prenez le cas de cette dame Denise, nous avons évoqué la fois passée. Entre les mains de la justice, elle commence à trouver des échappatoires. Mais comment tu vas trouver des échappatoires et pourtant, c'est tangible, tes propos sont là. Que ce soit ceux tenus contre les femmes violées à l'Est, plus précisément dans le Nord Kivu, et les propos qu'elle avait tenus à son temps, vous dites, mais on peut manquer la sagesse, mais pas jusqu'à son niveau. Les propos qu'elle a tenus contre Jacqueline Dalla, mais vous allez chercher à vous esquiver comment? À vous échapper comment? C'est difficile. Souvent, lorsque vous tenez ces propos, vous êtes animé par quoi? C'est quel genre de diable? Et après, lorsqu'on met la main sur vous, vous redevenez sérieux. Et pourtant, de l'éducation que vous avez reçue, il faut les transmettre lorsque vous êtes à la place publique. Le comportement que vous affichez à la place publique, le mauvais comportement que vous affichez à la place publique, dénote simplement la mauvaise éducation que vous avez reçue à la base par vos parents. Sinon, on n'aurait pas ce genre de comportement. Ça doit être maintenant une pratique, un comportement accepté. Lorsque quelqu'un se sent lésé par des propos déplacés gratuitement contre les uns et les autres, c'est mieux d'aller directement en justice, saisir ce genre de comportement, ce genre d'hommes et femmes qui s'exercent dans la bêtise à travers les réseaux sociaux. Nous allons encore pousser le CESAC. Nous allons pousser le CESAC, même si visiblement il y a une efficacité, mais nous allons pousser le CESAC.
il faut des mesures d'encadrement. La société ne peut pas manquer de garde-fous. Une société qui manque de garde-fous n'est plus une société, mais ça devient une jungle. Mais on aurait l'impression que nous sommes dans une jungle parce qu'il n'y a pas de garde-fous. Les gens pensent que en faisant ce comportement, en injuriant les gens vont me suivre. Et lorsqu'il y a des vues, et lui fait l'argent, il fait l'argent de la honte. Vous voyez à quel niveau la pauvreté nous amène? C'est pas possible. En tout cas, merci. On a bien voulu insister sur ces aspects parce qu'il s'agit de la société. Nous devons avoir une société structurellement, normalement, en tout cas bien encadrée, avec des lois. Toute personne qui irait au-delà de ces lois, c'est vrai, être rattrapée par des mesures. En tout cas, merci. Nous vous disons merci, nous vous remercions. Et tout en gardant cette pensée, la pensée pieuse à notre aîné qui nous a quittés. Je parlais ici de Jean-Pierre et Kambila. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici notre cadre d'échange. On se retrouve encore demain pour aborder d'autres questions de la société. Au revoir et à la prochaine. Merci.